Et youpi, c'est la rentrée, les technos sont de retour avec ce 133e épisode. Certains d'entre vous l'attendaient de pied ferme, c'est ce retour des technos, même si c'est vrai, tout l'été, on vous a proposé des hors-séries qui ont été bien suivis d'ailleurs. Ça semble avoir fait plaisir à plein de monde. Il y a eu des questions, on y a répondu en commentaire, des vidéos, etc. Donc je pense que tout ça, c'est une bonne chose, c'est fait, c'est derrière nous, mais on en reparlera certainement parce que des questions, vous en avez régulièrement, et des hors-séries, on en fait régulièrement aussi. Donc on risque encore de se croiser sur différents sujets dans les prochaines semaines, les prochains mois, en tout cas tout au long de cette 4e saison des technos. Pour entamer cette nouvelle saison, on a avec nous de ce côté-ci Xavier. Salut Xavier. Et puis de l'autre, Sébastien. Je rigole parce que je dis Xavier et je vois Sébastien faire ça. On l'a pas vu évidemment, mais voilà. Donc un petit peu décalé, Sébastien. Sinon l'été. Oui, j'étais en avance, tu vois. Oui. Test de réflexe. C'est ça. Ouais. Passer un bon été, oui, en pleine forme. Oui, puisque je suis oui. Alors, pour les numéros, je me rappelle d'un commentaire sur les numéros série qu'il y en a un qui râlait qu'il n'y avait pas les vaches derrière, qu'il aurait trouvé ça drôle. Il râlait pas, mais il aurait trouvé drôle qu'on ait des vaches dans. On ait des vaches. Oui. Justement, il faut savoir que quelques mois avant le maïs, on avait eu des vaches et pendant 4 ans, on a eu des vaches. Ah ben voilà. Derrière. Donc c'est raté de ça. De ça, mais peut-être que tu vois, normalement sur les champs, on change de temps en temps, donc peut-être qu'on va virer le maïs et que pour l'été prochain, pour les prochains hors-série de période juillet et août, on aura peut-être des vaches, qui sait. L'année prochaine, on pourrait peut-être faire ça dans un club de striptease, tu vois, pour changer un peu. Pour avoir des cochons. Mais enfin. Par exemple. On a avec nous Xavier ça s'est bien passé aussi, il était tout bronzé. Ça s'est bien passé. Il a blanchi un peu, hein. Oui, c'est ça. Il a pas passé Oui, j'ai pas été beaucoup au soleil. Ouais, c'est ça. Ah ouais, on va te croire. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Évidemment, les autres chroniqueurs, vous les retrouverez au fil des semaines, à partir de la semaine prochaine et également. N'ayez crainte, ils sont tous revenus de vacances entiers et en pleine forme d'ailleurs. On entame cet épisode comme à l'accoutumée, je serais tenté de dire, avec le courrier des auditeurs. Vous étiez quelques-uns, je le dis, à nous envoyer des messages sur les commentaires sur YouTube ou via le site lestechno.be ou directement par courrier. Par exemple, notre ami, on a un ami breton, ceux qui nous suivent le savent, qui revient régulièrement, qui a des fois du retard, mais qui de toute façon écoute régulièrement les technos en faisant son jogging. Donc voilà, on le salue également. Il nous avait envoyé un long mail d'ailleurs qu'on a partagé, que tous les technos ont pu lire en fonction un petit peu du temps qu'ils avaient devant eux. Il faut se ménager du temps quand on reçoit du courrier comme ça, mais c'est toujours avec grand plaisir en tout cas, et c'est fort apprécié, je tiens à le signaler. Des questions ont été posées, on va en reprendre d'ailleurs ici deux rapidement si vous le voulez bien. L'une concerne, c'est Xavier qui nous envoie ce message. Alors, je ne sais pas à quel moment cet été il nous l'a envoyé, mais en tout cas il nous l'a envoyé. Xavier qui nous dit: bonjour les technos, je voudrais une solution étendue de stockage afin de stocker entre autres plusieurs gigas de photos qui font dernièrement 40 mégabytes par fichier RAW. Les fichiers RAW sont des fichiers assez imposants, c'est vrai. Alors il voudrait nos conseils. Une solution en RAID 5 pour la sécurité, pas pour faire du backup. Donc il a bien écouté ce que disait Sébastien au début de l'été. Ce n'est pas du backup. Ce n'est pas du backup. Mais il hésite entre un NAS, justement, Synology, Drobo ou autre, ou une connexion directe, donc j'imagine un disque dur externe. Il a un petit peu peur de la lenteur d'un NAS, puisque ça vient le réseau en général qu'on attaque un NAS. Donc il hésite entre Synology, Drobo, etc. Donc voilà, qu'est-ce qui peut donner quelques conseils à ce jeune homme pour stocker ses fichiers RAW? Je pense qu'on est tous les deux de grands utilisateurs de NAS et de la même marque. On a quasi tous des Synology dans l'équipe. Alors, à sa question de lenteur, je peux le rassurer tout de suite. Un NAS, il faut savoir lequel il va prendre en Synology. Il faut qu'il aille vérifier les performances de chacun parce que ça va dépendre des disques et évidemment de ce qui est mis comme composant dans le NAS au niveau mémoire. Ouais. C'est très important les mémoires dans le NAS. Et au niveau du CPU, parce que s'il a un mauvais CPU, s'il a un Atom tout pourri, il aura aussi de très mauvaises performances. Le switch également qui va mettre... le switch gigabit, et s'il a un switch gigabit ou 10 gigas, parce qu'il commence à devenir assez bon marché,
Avec Oui. de gros guillemets. Oui. Voilà, hein. Donc on n'est plus à 4 chiffres pour un switch gigabit, 10 gigas. Et donc s'il a ça, il sait saturer un switch gigabit quasi avec un NAS, c'est pas un problème. Donc au niveau vitesse de pointe, il n'y a pas un problème, il y a pas de problème. Au niveau latence, c'est sûr que la latence, tu as un tout petit peu de latence plus importante sur un réseau que tu vas avoir sur un disque local. Ouais. Mais on parle de de même pas une milliseconde, hein, donc on parle de rien du tout. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, oui, vas-y. Oui, par contre, il y a un truc qui est très important quand tu veux mapper un NAS, c'est que la plupart des gens font la grave erreur de mapper ça en Samba. Donc ils utilisent le protocole SMB, c'est facile, c'est sous Windows, etc. Si vous avez la chance d'être sous Linux ou d'utiliser une box Android ou que c'est là-dessus que vous voulez voir vos photos, mappez le drive en NFS. Oui. La différence d'accès, au temps d'accès, le truc est vraiment plus réactif. Si vous êtes sous Mac par exemple et que vous gérez des vidéos par le biais d'une application genre Final Cut, il faut de toute façon que le mappage soit en NFS, ou sinon ça fonctionne tout simplement pas. Voilà. Donc ça c'est le petit conseil pour la vitesse, NFS. Petite question, je vais passer la parole à Xavier dans un instant parce que je vois qu'il lève son doigt. Certains NAS, en l'occurrence Synology, mais je pense que c'est le cas dans d'autres marques aussi, ont plusieurs ports Ethernet à leur pète. Est-ce que ça vaut la peine de brancher si on a un switch avec le nombre de ports Ethernet suffisant, de brancher si on a les deux ou les 4 ports Ethernet sur le switch? Est-ce que ça va garantir plus de vitesse d'accès ou pas? Xavier, si c'est Xavier, alors il faudra changer parce que je ne suis pas assez jaune. C'est à toi que je pose la question. C'est à moi que tu poses la question. moi non, les switches qu'on vend en particulier n'ont en général pas la performance pour. En classe entreprise, oui, tu vas le faire et tu vas parce que tu vas le faire. En général, le but n'est pas spécialement la vitesse d'avoir 2 ports, c'est d'avoir un port sur 2 switches différents. Oui, c'est ça, sur 2 réseaux différents. Pour faire de la haute disponibilité. Oui. Pour s'il y a un switch qui claque, tu as toujours la possibilité sur le deuxième. La redondance, quoi. Oui. Redondance, oui. Après, quand on a 2, tu peux effectivement les agréger. En général, ça commence à devenir un petit peu plus touchy au niveau de la config et tu pourrais utiliser 2 gigas sur le switch. Mais alors, si tu en es à ce genre de solution, t'en prends un qui a une sortie 10 gigas et tu claques un peu sur un bon switch 10 gigas, mais c'est pas évident, quoi. D'accord, ok. Là, c'est clair. On va même plus loin que la question de notre auditeur, ce qui est très bien. Xavier, tu avais un truc à rajouter peut-être? Mais j'allais parler justement de l'agrégation de ports, mais on peut aussi préciser qu'il a le choix dans les disques qu'il va mettre dans le NAS. Il y a une liste de compatibilité avec les différents modèles et rien ne l'empêche de mettre des disques SSD notamment si vraiment les performances sont importantes pour lui. Évidemment, ça va augmenter le coût global de la bestiole. S'il faut surtout en RAID 5, s'il faut commencer à mettre le nombre de disques voulus, ça va commencer à coûter quand même aussi. Mais enfin voilà, je pense qu'on a répondu à notre auditeur. Ceux qui font de la photo en général n'ont pas de limite dans leur passion. N'est-ce pas? Ou de la vidéo aussi. Voilà. En général, c'est des frappadingues. Voilà, j'espère Xavier, l'auditeur, Xavier, qu'on a répondu à ta question, mais n'hésite pas à revenir vers nous si jamais. Mais voilà. Clément, un autre de nos fidèles auditeurs, nous envoyait un message cet été également. Bonjour les gars, je vous suis sur YouTube et je vous ai déjà entendu parler de VPN. Ah bon? Bon, question. Si j'héberge un serveur VPN sur mon NAS Synology, ça concerne aussi les NAS en plus, en local, et que mon client est un PC en local lui aussi, est-ce que cela sert à quelque chose pour l'anonymat, le blocage, le machin, etc. J'ai un début de réponse dans ma tête, mais qui répond à cette question? C'est Xavier peut-être? Alors la réponse facile c'est non, puisque en fait son IP va rester la même, voilà. L'IP que son fournisseur d'accès lui fournit restera la même, donc il doit nécessairement utiliser un VPN plutôt au niveau de son explorateur par exemple, ou un logiciel tel que Tor qui va lui fournir encore plus d'anonymat, mais le plus simple s'il veut par exemple accéder à des sites web qui sont limités, qui sont restreints
restreint à une certaine zone géographique ou bien simplement pour garder un certain anonymat, le plus simple, c'est par exemple d'utiliser l'explorateur Opera qui intègre un VPN gratuit dans l'explorateur et du coup, il va passer par une autre IP avant d'accéder au web. Quoi. Donc au niveau sécurité, ça ne sert à rien. C'est pas un firewall non plus. C'est pas fait pour ça en plus, un NAS. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Si, c'est fait pour ça. Hein. Oui. Ça peut être fait pour ça, quoi. Oui, mais servir de VPN, mais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas. En général, le VPN, c'est pour te connecter de l'extérieur vers ton NAS, etc. Maintenant, ça peut être très utile s'il n'a pas confiance en les qualités d'informaticienne de sa femme et qu'il a envie de pouvoir surfer en paix entre son NAS et son portable. Hein, donc on ne sait jamais. Quoi. Ouais. Mais sinon, c'est tout. Oui, ça se limite vraiment à très peu de choses. Hein, une aqueuse à la maison, ça peut être utile. Voilà, j'espère qu'on a répondu à Clément. Si vous aussi, vous avez des questions de cet ordre-là ou d'un autre, n'hésitez pas à les poser. En général, on essaye de répondre rapidement et via les commentaires, enfin en tout cas là où vous nous avez posé la question. De temps en temps, on en prend l'un ou l'autre comme ça pour vous répondre sympathiquement comme ça en début d'épisode hebdomadaire. Des fois même, ça provoque la création d'un hors-série quand il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet ou que vous êtes nombreux à avoir posé la même question. C'est ce que nous avons fait cet été. Allez, on entame notre abécédaire parce que ça n'a pas changé. Ça, vous vous en doutez, avec la lettre A comme AI. C'est Sébastien qui commence pour parler d'Elon Musk qui un petit coup de déprime, un petit coup de stress en même temps, et qui dit que l'intelligence artificielle, ça prépare quelque part la Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. C'est étonnant de la part d'Elon Musk parce que c'est quelqu'un qui en général est assez positif dans ses discours et donc il a des millions de followers sur Twitter. Ouais. Et puis il y a quelques jours, il s'est pris un mauvais coup de blues, je ne sais pas, et peut-être un peu fatigué de l'été. Et il a commencé à sortir quelques tweets, un suite de l'autre, en expliquant que les gens ont peur de la Corée, mais c'est pas de la Corée dont il faut avoir peur, c'est de la Chine, de la Russie et de tout pays qui aujourd'hui essaye d'arriver à la révolution, la nouvelle révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Sous-entendu que demain, c'est l'intelligence artificielle qui décidera que il faudra faire une attaque nucléaire préemptive sur un pays pour s'assurer de la victoire, alors qu'il n'y a même pas de guerre. C'était ça son discours, et donc à un certain moment, évidemment, il a eu beaucoup de gars qui ont répondu, mais est-ce que tu es tombé sur la tête, il y a quelque chose qui se passe pas bien, etc. Et finalement, son dernier tweet était, effectivement, c'était déprimant, je m'en excuse, et il a clôturé la discussion. Donc voilà, c'était assez, ça résume encore bien la situation et donc les peurs aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et les deux camps qu'on a entre des gars comme Mark Zuckerberg qui vont mettre tout leur pognon pour avoir quelque chose d'extrêmement puissant et des Elon Musk qui, alors qu'ils développent de l'intelligence artificielle pour la voiture et pour d'autres choses, eh bien, est plutôt dans le mode on va tous mourir à cause de ça. C'est vraiment un coup de mou qu'il a eu, mais c'est pas la première fois par contre qu'il met un petit peu le monde en alerte par rapport à l'intelligence artificielle. Par contre, c'est un discours qu'il avait déjà utilisé. Il est fidèle à lui-même là-dessus. Donc par contre, ce qui est intéressant, on en parlera encore un peu plus tard après, c'est que du coup des discours comme lui. Ça a des impacts sur un autre secteur dans l'IT, c'est tout ce qui est crypto. Oui. Parce que en général, à partir du moment où tu crées une instabilité politique, les gens se réfugient dans l'or. Oui. Et aujourd'hui, les gens ne se réfugient pas dans l'or, ils se réfugient dans le Bitcoin et d'autres monnaies crypto. Donc, ça fait monter les cours. Le fait de créer la panique, ça fait monter les cours. Donc, il y a un peu de ça aussi, peut-être, dans son... Lui, je pense pas, mais c'est un jeu ces dernières semaines. On en reparlera d'ailleurs de crypto-monnaie d'ici quelques minutes. On passe à la lettre A, comme Android. Xavier. On parle du déploiement de l'Android Oreo, puisque c'est son nom, la nouvelle version porte le nom donc de cette parce que j'ai le fil de mes écouteurs qui me tire vers l'arrière. C'est terrible, je suis agressé. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc c'est Oreo, c'est le nom. J'espère que cet OS n'est pas aussi lourd que l'Oreo lui-même, parce que c'est lourd à digérer quand même, ces trucs-là. Xavier, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de Oreo ? Alors donc Google a annoncé la sortie de cet OS le 21 août.
en référence au biscuit évidemment, mais aussi à l'éclipse solaire de la même date. C'est officiellement la version 8.0 d'Android qui est disponible déjà pour évidemment les smartphones de Google, donc les Nexus 5X, 6P, Player, Pixel et Pixel XL. L'accent est mis principalement sur la sécurité, notamment avec le projet Treble qui va séparer la couche hardware de la couche software, pour que les mises à jour soient faites indépendamment l'une des autres, mais aussi plus rapides. Donc, c'est-à-dire que les marques, par exemple, comme Sony, Samsung ou autres, qui rajoutent une surcouche, pourront déployer des mises à jour plus rapidement que ce que c'est le cas actuellement, où on a parfois des personnes qui doivent attendre un an, voire plus, pour avoir la dernière version d'Android. Donc, les mises à jour seront plus rapides. Il va y avoir une augmentation de l'autonomie. Le redémarrage des logiciels et de l'OS va être plus rapide également. Il y a plus de sécurité grâce à un programme qui s'appelle Google Protect. Ils ont augmenté le support pour Bluetooth et notamment pour la version High Quality avec entre autres la prise en charge du codec LDAC. On a une nouveauté qui est le mode Picture in Picture, donc qui va vous permettre par exemple de continuer à regarder une vidéo tout en ouvrant un autre programme. Il y a encore assez peu de logiciels qui l'utilisent, mais ça peut être pratique aussi par exemple quand vous avez un appel, imaginons que vous avez un appel vidéo sur Skype, vous pouvez continuer à voir votre interlocuteur tout en regardant le numéro de téléphone qu'il vous a demandé par exemple. On va avoir toute une liste d'emojis en plus. Les notifications ont reçu quelques améliorations, tout comme les widgets. Et alors, on a quand même eu droit à un bug assez important qui a été découvert il y a peu, qui va ruiner le forfait data de certaines personnes si ils utilisent la fonctionnalité donc de privilégier le Wi-Fi plutôt que le data. Oui. En fait, il y a un utilisateur sur Reddit qui s'est rendu compte que les données mobiles sont mises par défaut comme étant toujours actives, même quand on est en Wi-Fi. Alors, il suffit de désactiver la 4G quand on est connecté au Wi-Fi. Donc, il y a moyen de mettre cette option que la 4G n'est pas active quand on est en Wi-Fi. Mais par défaut, ce n'est pas le cas. Et ils s'en sont rendus compte. Et donc, ça sera corrigé dans une prochaine mise à jour. Je vois Sébastien lever le doigt. Oui, c'était pour indiquer que le plafond était sympathique. Donc, voilà. Non, mais je réagir juste sur le dernier point de Xavier, parce que pour le reste, il y a pas mal de points qui existent déjà dans les surcouches de pas mal de constructeurs, et dont le fait d'avoir le Wi-Fi en même temps que la 4G, c'est quelque chose que fait Samsung déjà depuis un paquet de versions. En général, ils font ça pour te permettre d'accélérer tes téléchargements. D'accord. Tu le fais consciemment en disant, OK, j'ai mon Wi-Fi c'est très sympa, mais si je mixe les deux, ça va pulser. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pas mal, parce que voilà, il n'y a pas de raison, on a des gros forfaits, on y va. Mais cette fonctionnalité est-elle active par défaut? Faut-il la choisir? Non, elle l'est pas, tu l'as choisie. D'accord, ici le problème d'Oreo, si j'ai bien compris, c'est qu'elle est active par défaut, et que donc, voilà. Ils ont peut-être voulu se dire, OK, on va faire ça, et puis on a oublié de mettre l'option, on est couillon. Hein, oui, c'est ça. Ou alors, le brevet Samsung, c'était de dire c'est en option, et ils n'ont pas voulu copier le brevet. C'est aussi. Donc voilà. Donc, est-ce qu'on a des choses à rajouter, Xavier? Pas pour ce point-là. Ah, pas pour ce point-là. Donc c'est terminé pour Oreo. On aura encore l'occasion d'en reparler de ce système d'exploitation ou pas, d'ailleurs, parce que les évolutions, c'est bien, mais il n'y a pas toujours beaucoup de choses à en dire, et je pense qu'on en a dit l'essentiel. On passe à la lettre B. B comme bitonio. C'est une expression... technophile. Bien chez nous. Bien chez nous. Et que Sébastien utilise à l'envi, j'ai envie de dire. Voilà. Bitonio, Alcatel se lance dans la montre connectée pour les plus petits, pour les enfants, Sébastien. Voilà, ça va ça va pas faire plaisir dans toutes les chaumières. Voilà, c'est pour ça que je sors le truc, parce que de toute façon, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui doivent réagir à ce truc, et de deux, parce que j'aime bien le concept en plus, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et c'est la Move Time Family Watch MT30. Donc c'est Alcatel, donc c'est quand même pas, voilà, c'est même pas une petite boîte, et c'est quand même aussi des Européens, donc on va pas non plus aller très très loin.
Et donc les gars ont décidé, ils ont lancé plein de smartphones, il y en a plein qui ont lancé des trucs à l'IFA ici. Voilà, ils sont tous plus bien que les uns que les autres, mais soit. En même temps que ça, ils ont fait le petit truc à côté qui était donc cette smartwatch. Et cette smartwatch, elle est prévue avec une carte SIM. Donc la petite smartwatch, elle a un GPS, elle a une carte SIM et elle permet aux gosses de faire un appel d'urgence. Il y a un petit bouton SOS sur le côté, ils appuient sur le bouton SOS et ça appelle papa ou maman pour pouvoir dire je suis tombé, je saigne. Voilà, des trucs comme ça. J'imagine les parents paniqués qui vont recevoir des appels en pleine journée parce qu'il y a eu un bobo dans la cour de récré. Ça risque, mais en même temps, qu'est-ce que c'est malin. D'un autre côté, voilà, il y a juste un bouton et ils savent appeler que le bouton SOS. Ouais. Et pendant ce temps-là, les gosses sont géolocalisés. Donc, tu sais où ils sont s'ils ont un problème et tu sais toujours où ils sont. Donc, voilà. Après, c'est tu vois, le Big Brother de toujours où est mon gosse. Je pense que ce genre de montre, je serais très content de l'avoir au poignet de mes gosses quand je vais à des événements, soit un parc d'attractions ou que sais-je, plutôt que d'avoir le truc avec le numéro de téléphone qui pendouille ou que tu as écrit sur une main qu'on sait pas lire et tout le bazar. Ouais. Ici, le gosse est perdu et ça nous est déjà arrivé, quasi tous, à avoir un gosse, de l'avoir paumé une fois pendant une demi-heure. On se dit putain, il est où? Moi, j'étais très emmerdé. Oui. Mais c'était pas le mien. Tu l'as jamais retrouvé? Non, je l'ai pas retrouvé, non. Donc voilà, question de sécurité, je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympa. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que on parle des enfants, mais ça pourrait être une bonne idée pour les personnes âgées aussi, en fait. Oui, mais ici ils ont rajouté des petits jeux dessus en même temps pour les gosses. Je suis pas sûr que les personnes âgées. Non, mais sur le principe. Sur le principe, oui, c'est ça. C'est pas mal. Surtout que c'est que dalle, c'est 169 €. Donc voilà, c'est une montre Android classique avec tout, quoi. Plus l'abonnement pour avoir une carte SIM. Plus une carte SIM. La même avec le solitaire pour les vieux. Pardon, oui. Non, mais c'est vrai qu'il faut un truc pour les médicaments. T'as pas pris ton médicament. Une carte prépayée de base suffirait ça coûte rien, largement, puisque c'est de toute façon, là, le message, c'est quoi? C'est un SMS qui est envoyé quand on pousse sur le bouton un SMS ou un appel, je pense, et après, tu as besoin d'un peu de data, parce que le GPS, il faut récupérer les données. Mais bon, il va pas transmettre des gigas de données, donc... En plus, les data, en fait, il va se connecter en data pour le GPS uniquement au moment où on pousse sur le bouton, ou c'est permanent? Normalement, c'est permanent. Ah, donc on peut tracer le parcours de l'enfant. Tu peux savoir où est ton gosse tout le temps. C'est le but, quand il est perdu, il va pas forcément penser à t'appeler. Oui, c'est vrai. Alors, le petit bémol, tu vois, parce que moi, je disais ça va faire réagir, et Alcatel pense que ça va faire réagir en mal aussi, donc pour le moment ce ne sera pas commercialisé directement en Europe, pas tout de suite. D'accord. Donc fin de l'année, mais pas dans toute l'Europe. La France, c'est pas sûr, tu vois. C'est bizarre. C'est un peu de la part d'Alcatel, tu dis la France, on sait pas trop. C'est un marché trop frileux. Donc les Français qui nous écoutaient, en même temps, quand on voit justement l'actualité en France à ce sujet, l'actualité récente, on pourrait sans surfer sur l'actualité, mais en tout cas se dire que ça aurait pu avoir dans ce cas-là une utilité, quoi. Donc non, je trouve ça vraiment bien, moi personnellement. 169, je pense que ce sera sous mon sapin de Noël. Je trouve pas ça aussi invasif ou fliquant entre guillemets que la webcam, tu vois, à l'école ou à la crèche, etc. Où là, franchement, on peut se dire qu'on peut faire confiance aussi dans les gens auxquels on confie les enfants. Donc, mais là, je trouve que c'est vraiment une utilité, c'est bien. Alcatel, à suivre. Ça porte un nom, ce truc? Oui, et donc c'est le Alcatel le Watch MT30, 169 € d'ici mois d'octobre-novembre, sauf en France. À suivre, on dit dans ces cas-là, parce que ça vaut vraiment le coup de le suivre, ce produit-là, pour le coup. On était à la lettre B comme Bitonio, on reste à la lettre B si vous le voulez bien, mais cette fois comme business. Sébastien, c'est une nouvelle fois toi qui prends la parole pour parler d'une start-up dont tu as déjà parlé dans un hors-série, me semble-t-il. Dis-nous tout. Oui, c'est pour ça que je revenais dessus, on en a parlé, et c'est un truc, une société que j'aime bien parce que je trouve l'idée assez sympa, de nouveau avec ses détracteurs ou pas. Donc pour mini rappel, allez voir, on a un hors-série qui en parle assez longuement. Oui, mais il faut dire de quoi il s'agit. C'est sur 23andMe, et c'est une boîte où tu craches dans un petit pot et ils te font le séquençage ADN.
Et donc, c'est une société qui est quand même déjà assez ancienne. Ils ont 11 ans. Ils ont déjà été chercher 230 millions de dollars. Et ils sont en train de faire une nouvelle levée de fonds. Je pense qu'ils cherchent encore une 200 et des millions de dollars. Donc, si vous les avez, allez-y. Ils sont évalués à 1,5 milliard avant. Donc avant investissement. Donc ça reste, voilà, c'est une nouvelle licorne dans le milieu. Et dans les précédents investisseurs, on avait quand même des boîtes comme Google, Genentech, NIA, Johnson & Johnson, etc. Donc voilà, c'est une boîte qui vaut son pesant de cacahuètes. Et il n'y en a pas 50 dans le marché. Ils ont vraiment des outils qui sont hyper performants. Donc je pense que voilà, peut-être qu'1,5 milliard c'est surévalué. Mais ils ont quand même quelque chose, quoi. Et en plus, je pense que maintenant ils sont même reconnus pour certaines de leurs applications en génétique. Je ne sais plus à quel propos c'était, mais de manière légale, je veux dire. Non, ils ont eu tout un problème avec la Food and Drugs Administration, parce qu'à la base ils faisaient des kits pour pouvoir dire toutes les maladies possibles, imaginables. Ça c'est interdit par contre. Hein, ça, la Food and Drugs Administration, ils l'ont interdit. Et eux te permettent de faire juste un export de tes datas et ça toi après aller sur d'autres plateformes pour avoir cette info. Mais eux ne le font plus en direct. Mais tu sais toujours le faire. Mais il y a des boîtes... Non, il y a une boîte belge qui s'est annoncée sur l'été qui a dit qu'il faisait ça aussi, le séquençage ADN en Belgique et qui te permettait de te donner quelques informations sur la santé. Mais voilà, étonnamment en Belgique, on n'a pas réagi sur le fait que c'était dangereux. Hein. Ils mettent en gros sur leur site que ce n'est qu'une information, mais chez nous, pour le moment, ça a l'air toléré. Ok, bon, affaire à suivre qu'on a toujours l'habitude de dire, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais c'est vrai que c'est aussi un sujet qui est un petit peu sujet à polémique, hein, dès qu'on parle de ce genre de choses, d'ADN, ça pose souvent des questions. Chacun tirera les conclusions qu'il veut là-dessus. La lettre C, on y est déjà maintenant, la lettre C. On va parler de crypto-monnaie. 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 C'est nouveau. C'est nouveau. C'est de la crypto-monnaie, mais avec de l'air. Voilà, c'est une petite faute de frappe. On s'en excuse. Crypto-monnaie, on va en parler. C'est des gens qui ont plein d'argent. Oui, c'est ça. Et qui manquent pas d'air. Qui est bête. On va beaucoup en parler de crypto-monnaie, à mon avis, cette saison-ci, pour plusieurs raisons. On a déjà proposé un hors-série il n'y a pas tellement longtemps qui a eu son petit succès et plein de gens nous ont dit merci. Enfin, je comprends ce que c'est le Bitcoin, etc. On va y revenir justement avec le même interlocuteur, Sébastien, l'autre Sébastien, cette saison-ci, qui reviendra également en tant que chroniqueur pour parler d'un tas d'autres choses parce que c'est pas son seul dada, mais la crypto-monnaie, c'est quand même un truc qui est entre guillemets à la mode, mais qui va changer sans doute pas mal de choses dans notre société dans les temps qui viennent. C'est Sébastien encore qui parle en fait, c'est toi la faute de frappe. Oui, c'est moi. Et, comme tu reviens avec notre nouveau Sébastien, je mettrai quand même un petit commentaire dans la vidéo sur YouTube que vous allez regarder. Si vous voulez que vous aussi, notre nouveau Sébastien s'appelle Tendy, n'hésitez pas à liker mon commentaire. Et voilà, si on en a suffisamment, on en reparlera pour on le rebaptisera peut-être. Parce que pour l'instant, on a un problème de nomenclature, on va dire ça comme ça. C'est avec deux Sébastien, ça se complique. Donc Sébastien, on parle de la Chine qui vient à son tour d'interdire l'ICO. Oui, c'est ça. Il faut rappeler ce que c'est. C'est quoi l'ICO? Donc c'est Initial Coin Offering. Donc en fait, les gars, ils arrivent, ils se disent, à l'époque, tu avais la startup qui débarquait sur le marché et qui disait, ouais, j'ai une super idée, venez mettre des sous. Bon, c'était difficile parce que c'est un appel à l'épargne et donc tu peux pas faire ça aussi facilement. Donc il y a eu le crowdfunding qui est arrivé, qui a réglé un peu les problèmes, mais avec des montants qui sont limités, hein, donc ils ne peuvent pas monter aussi facilement que ça à des millions d'euros. En général, c'est quelques centaines de milliers d'euros maximum, en tout cas en Europe. Et donc avec les bitcoins et les gens qui ont commencé à faire plein de coins alternatifs, il y a les ICO, donc c'est-à-dire plein de boîtes qui se sont dit, moi je vais pas l'appeler mon bitcoin, mais mon Sepcoin, mon Xavier Coin, mon Markcoin, et je vais en générer un petit million pour moi, et je vais les vendre en disant ça va valoir quand même pas mal de sous, moi j'estime que ça vaut autant. Ils donnent pas ça en dollars mais en bitcoin, en ethereum, etc. Et donc achetez-les-moi et puis après comme ça vous en aurez un peu, et ils s'en gardent un gros paquet pour eux à côté. Et donc au moment où ils se lancent, ils ont des millions d'euros qu'ils ont levés sur une monnaie qui n'avait pas de valeur.
Parce que c'est juste un truc qu'ils ont créé, et donc ça, les gens investissent dans un projet. On est sur un système monétaire qui n'a pas de contrôle. Voilà, donc la Chine, c'est étonnant, mais donc il y a eu beaucoup de législation sur le point sur l'été aux États-Unis, donc il y a eu pas mal de cadrage dessus parce que il y a eu des boîtes qui ont levé plusieurs centaines de millions en quelques minutes, donc ça dérape un peu. Et la Chine, je peux pas totalement leur donner tort ici. Ils ont considéré que les ICO pouvaient être aussi des pyramides de Ponzi ou des trucs qui étaient là pour faire du blanchiment ou des trucs un peu illégaux. La plupart ne le sont probablement pas, mais il faut quand même responsabiliser les gens sur ce genre de pratiques. On ne peut pas espérer que toutes les crypto-monnaies, quand on va mettre 1 euro dedans, l'année prochaine on en aurait 1000. Donc on ne peut pas espérer que ça se passe partout, et donc il faut quand même un peu responsabiliser le public. Ouais. Et voilà. Et donc là, c'est la Chine, eux sont assez durs, c'est d'un coup tout le monde est interdit. Mais du coup, on se dit c'est la Chine, donc c'est une atteinte à la liberté. Forcément, dès que la Chine prend une décision, c'est une atteinte à la liberté. C'est une dérive aussi quelque part de penser systématiquement ça. Ça peut être aussi ils ont jugé, et peut-être avant tout le monde. Ils ont jugé, mais on reparlera de la Chine dans la sécurité juste sur ce truc. Ouais. Ici, ce qui est étonnant, que la Chine fasse de la régulation sur la crypto, ça a mis un coup sur le prix du Bitcoin. Oui. Là, tu ne peux pas imaginer quand ça a été annoncé, ça a été. C'est l'Ether qui s'est pris des. Même toutes les cryptos. Bitcoin. Toutes les cryptos, en une journée, tu avais perdu 15-20% qui ont été récupérés après, mais après quelques jours. Mais sur le moment même. Et d'ailleurs, principalement rachetés par les Chinois. Oui, c'est ça. Oui. Et là est toute la problématique sur la Chine. C'est qu'en fait, les Chinois et les Russes aussi, mais les Chinois sont hyper forts dans le minage de crypto. Ouais. Et on considère que les Chinois achètent des cryptos pour pouvoir exporter leur argent. Donc pour pouvoir le sortir de la Chine. Ouais. Et donc la plupart des gens qui seraient aujourd'hui détenteurs de crypto en Chine seraient des gens liés au parti et qui ont des sous et qui veulent le sortir de Chine, parce que normalement ils ont une limite qui est très très basse sur l'argent qu'ils peuvent sortir de Chine. Et comme ici ils peuvent l'échanger en crypto et qu'après c'est un petit peu libre, à la base tu dis que ça devrait déplaire au pouvoir chinois, mais ça plaît au pouvoir chinois parce que c'est le pouvoir qui le fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est un truc qui est pour le moment pas très clair, ça risque d'encore on connaissait le blanchiment d'argent, maintenant on connaît le jaunissement d'argent. Oui, c'est quelque part, c'est un peu ça. Je pense qu'on va en parler beaucoup parce que c'est des sujets qui sont quand même assez compliqués et ça brasse des milliards de dollars. J'allais dire à suivre, mais oui. Bon, voilà, ça va de soi, on va dire. On passe à la lettre D déjà, comme. C'est pour Xavier. Ça va Il est là. Ça va être pour Xavier. On va parler de drone puisque c'est aussi un peu le dada de Xavier, de Seb aussi. On en reparle dans un instant. Amazon dépose un brevet lié à la livraison par drone. J'ai envie de dire un de plus parce que la livraison par drone, ça fait un moment qu'Amazon en parle, Xavier. Tout à fait, ils avaient présenté la livraison par drone fin 2013 et la première livraison officielle avait été faite en 2016. Et depuis, leur drone de livraison a pas mal évolué puisqu'il peut parcourir maintenant 24 km et voler jusqu'à 93 km/h. Mais ici, Amazon a obtenu un brevet aux USA le 1er août qui va permettre en fait de protéger une invention qui vise à faire décoller les drones depuis des trains en mouvement. Donc l'idée est d'utiliser les trains comme base opérationnelle mobile pour déployer les drones. À l'intérieur de certains wagons, on aurait un bras motorisé qui va aller rechercher la marchandise qui est triée, qui la met sur le drone, qui peut ensuite décoller et donc couvrir des zones géographiques beaucoup plus importantes. Ils envisagent également d'équiper certains wagons avec un espèce de service technique pour la réparation des drones pour ne pas perdre
en efficacité si jamais il y a des drones qui tombent en panne, etc. Donc voilà, c'est un brevet de plus qui montre que cette tendance évolue pas mal. Il y a d'ailleurs des sociétés qui commencent à livrer vraiment, notamment en Afrique, où il y a des livraisons qui se font vraiment par drone pour de nombreux kilomètres. Dans le médical en l'occurrence, je pense que c'est pour des transfusions et des choses comme ça où il faut voilà. Donc c'est des informations effectivement qui sont tombées durant le mois d'août, hein, donc c'est pour ça qu'on en parle peut-être un petit peu plus tardivement que d'autres. Quand je vois le petit dessin du wagon avec le drone qui s'en va, etc., moi je pense aux camions, vous savez, pour les colombophiles, pour les concours où on lâche les pigeons. C'est un peu le même genre de petits dessins. On aura à la radio la météo, tu vois, pour les colombophiles on avait 12 km/h, le vent, machin, etc. Ici on va avoir des informations pour les vols de drones. Sébastien. Oui, ça me faisait penser à autre chose. Moi, j'essaye de retrouver une image, mais malheureusement, je la retrouve pas. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, ça fera un gros coup de nostalgie. Vous avez vu le dessin animé La Vie quand on était petit, La Vie. Non, c'était le truc sur les chaînes françaises. Et donc, t'avais tous les petits. Je pense que c'était pas les globules blancs, mais les trucs qui lâchaient. T'avais un mec en blanc qui ouvrait à un certain moment, et puis t'as tous les petits drones qui s'envolaient. Ça me fait vraiment penser à ça. Sauf ici, on n'est pas dans le train, mais peut-être que le prochain brevet, on est dans un avion, on ouvre les soutes et on balance les petits drones. Exactement de la même manière. Ça pourrait peut-être être le cas, hein, on ne sait pas. La vie. C'est la vie. C'est des petits globules blancs. Inspirateur de start-up. Oui, ça pourrait être une source d'inspiration pour certains. Oui, Xavier. Et pour nos amis français, un wagon, c'est la même chose qu'un wagon. Oui, c'est ça. Oui, tu fais bien de le préciser. Parce qu'on revient de vacances. On reste à la lettre D comme drone, Sébastien, pour la mise à jour obligatoire du DJI Spark, dont on parlera prochainement, puisqu'on a déjà enregistré un hors-série, mais on ne voit pas l'appareil voler, etc. C'est un hors-série dans lequel tu nous partages ton expérience du DJI Spark. Il y a une mise à jour obligatoire. Pourquoi est-elle obligatoire ? Elle est obligatoire parce que DJI l'a dit. Voilà, et surtout parce que l'oiseau ne quittera pas le nid si tu fais pas la mise à jour. Si tu fais pas la mise à jour, l'oiseau ne décollera plus. Ouais. Alors, c'est vrai que les gens ont l'air un peu... Les articles disent « c'est pas bien ». Enfin, tu vois, ils mettent ça un petit peu d'un côté négatif. Moi, je trouve que, franchement, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée de le forcer parce que DJI, il y avait un petit problème avec ces drones. D'abord, il y a un côté sécuritaire ici parce qu'il met toutes les zones en place et il oblige le fait de dire là tu peux pas voler, c'est un terrain militaire, machin, tout ça. Donc ça, la législation est un petit peu plus stricte et les États-Unis ont banni DJI pour tout le militaire, donc ça se resserre un peu, ils doivent le faire. Mais en attendant, il y a qu'est-ce que j'allais dire, le fait que certains de Spark se sont éclatés comme des bouses dans les champs. Et parce qu'en un coup, ils ont perdu le contrôle et le drone, plutôt que de revenir ou de se poser calmement, il a continué, il s'est éclaté et il n'y avait pas de raison. Donc il y avait un petit bug, ils ont dû le corriger. Donc je comprends qu'à partir du moment où des Sparks s'éclatent, ils se disent tu fais pas la mise à jour, tu voles plus. Oui, c'est ça. Tu vois, donc il y a un peu de tout, quoi. C'est pas un ordinateur portable qui, s'il n'est pas à jour ou s'il s'éclate, tout seul dans son coin. Ici, il y a un aspect de sécurité. Il y a une responsabilité, quoi. Ouais, une responsabilité. Il y a un aspect de sécurité, et puis ça peut faire des dégâts, même si on ne survole pas les gens, hein, on peut faire des dégâts sur les objets aussi. Mais bon. Voilà. Mais c'est bien lancé, ça peut être douloureux. Faire mal, ça peut être douloureux quand même. Donc du coup, pas de mise à jour, je décolle pas à partir. C'était au 1er septembre. Donc c'est fini. Tu as fait ta mise à jour ? Je l'avais faite avant, je ne l'ai pas encore refaite parce que vous verrez dans le numéro, pour la mise à jour, il faut s'armer d'un peu de patience. Voilà, c'est ça. On ne va pas revenir dessus, mais c'est une espèce de teasing qu'on fait à découvrir très très prochainement parmi nos hors-séries. C'est une question de semaine, on en reparlera. On est toujours à la lettre D comme drone. Décidément, ce chapitre-là intéresse tout le monde. Je vais te redonner la parole, Xavier, puisque... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai niqué son sujet. Ah bon ? Il a spoilé. Ah, oui, effectivement. Maintenant que je lis. Xavier a peut-être des choses à rajouter concernant la défense américaine, qui peut maintenant abattre les drones à vue, manifestement, et en particulier ceux de DJI. Voilà.
Voilà. Donc, mais pour quelle raison? Non, il y a certainement une matière. En fait, effectivement, le département de la Défense a dévoilé qu'il y avait de nouvelles directives qui vont imposer aux pilotes une distance minimale entre leurs drones et les bases militaires sous peine d'être abattus. Donc concrètement, les pilotes ne pourront pas voler une distance de moins de 122 mètres d'une base américaine avec des risques financiers, judiciaires. Et la défense US s'autorise à suivre, désactiver et détruire les drones qui ne respecteraient pas la règle. Alors, il y a un autre effet de bord, comme Seb l'a gentiment annoncé, l'armée a aussi ordonné à ses membres de ne plus utiliser de drones de la marque chinoise. En fait, c'est parce qu'ils craignent des cyber-vulnérabilités. Ils vont devoir donc désinstaller tous les logiciels DJI. Ils vont devoir retirer les batteries parce qu'ils ont peur que si la batterie reste connectée, on puisse quand même accéder par exemple aux caméras ou autres, et ils vont devoir isoler les équipements. Ça fait suite en fait à des travaux qui sont menés par le laboratoire de recherche de l'armée et la Navy qui indiquent l'existence de vulnérabilité dans les produits DJI. Et donc, voilà. Donc, Sébastien n'avait quand même pas tout dit. J'avais pas tout dit, mais désolé pour le spoil, mais 122 mètres, pour ceux qui se posent la question pourquoi 122 mètres, tu vois, il n'y a pas un mec qui se dit 123 c'est dangereux, c'est 400 pieds. Oui, c'est ça, c'est c'est 400 pieds, donc c'est les Américains, faut pas l'oublier. Et enfin voilà, quoi, c'est... Enfin bon, il y a encore un autre bricole à dire là-dessus, mais du coup je l'ai oublié, je calculais. Ah oui. C'est dur. Tu faisais la conversion en pouces ou quoi? Ouais. Ça va faire beaucoup plus encore. Oui, je pense. Voilà, ça veut dire qu'aussi que les fabricants... J'ai trouvé. Bon, d'accord. Sébastien, c'est 4803 pouces. Non. Et ce qui avait inquiété aussi l'armée américaine, c'est que en fait DJI envoyait les vidéos des Spark, etc. chez eux, et donc ils disaient ouais non, si t'envoies les vidéos sur ta plateforme, pour je sais pas quoi, apparemment ils ont un truc de communauté que je n'ai pas encore regardé. Ça, les Américains disaient non, et t'imagines, on vole avec un drone pour nous faire de la surveillance, et après il envoie ça à un truc de communauté pour faire sympa. Du coup c'est beaucoup moins secret ou voilà. C'est pas du matos militaire. C'est pas du matos militaire. Ça pourrait l'être, ceci étant dit, mais parce que c'est quand même. Sinon, je peux te parler de Google aussi. Oui, mais ça, on va en parler dans un instant. Parce que je voulais terminer avec les drones, parce que on parle de drones militaires. La Belgique a fait l'acquisition d'une certaine quantité de drones militaires, mais des drones d'observation. Et j'ai plus le modèle en tête, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils sont frais pour être crachés, ces drones militaires. C'est-à-dire qu'ils sont totalement modulaires, ils tombent par terre, on peut les remonter, les démonter, etc. Je trouvais ça assez original. Ça vaudrait le coup de fabriquer des trucs pour les kidam comme nous, un peu de la même manière, c'est-à-dire des choses un peu solides, quoi. Voilà, tu fais une tour et puis tu peux... Qui s'éclatent pas comme n'importe quoi. Mais je trouvais ça assez bien foutu. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion. On passe à la lettre G. Tiens, par exemple, comme au hasard, Google, par exemple. Et on va donner la parole à Xavier. Tiens, pour changer, on va parler de recherche sur Google suite à l'éclipse solaire. C'est vrai que l'éclipse solaire, ça a passionné les États-Unis de manière générale, parce qu'ils ont été traversés de part en part. Enfin, en tout cas, on pouvait observer l'éclipse solaire sur tout le continent américain. Donc, ils en ont beaucoup parlé, Xavier. Ouais. Du coup, on l'a peut-être raté, mais ça s'est passé le 21 août 2017. Et si, comme Trump, vous n'avez peur de rien et vous avez regardé droit vers le soleil pour contempler l'éclipse, mais vous vous êtes sans doute rué le lendemain sur Google pour comprendre pourquoi vous aviez mal aux yeux. En tout cas, c'est ce qui ressort d'analyse sur Google. On voit des graphes très clairs où en fait on va comparer le nombre de recherches sur Solar Eclipse, donc les mots-clés Solar Eclipse, et 24 heures après on voit qu'il y a eu un pic qui correspond à peu près, si ce n'est que c'est avec un nombre beaucoup moins élevé, heureusement, avec la recherche My Eyes Hurt, donc mes yeux me font mal. Donc voilà, on sait qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger leurs yeux quand ils observaient l'éclipse. Ça s'est reflété dans Google, c'est assez marrant. Ou ce sont tous les amis de Trump qui ont fait la recherche en même temps, s'inquiétant pour sa santé oculaire. C'est quand même très particulier, parce qu'il paraît que la campagne aux États-Unis pour justement mettre le public
en garde par rapport à ce risque, ça avait été quelque chose, ça faisait quelques semaines même qu'ils en parlaient, qui mettaient tout le monde en garde. Moi je me rappelle quand on a eu l'éclipse, je crois que c'était en 2000 qu'on a eu aussi droit à ce phénomène tout à fait particulier en Belgique, enfin en Europe de manière générale. C'était en 99 je pense. On avait été mis en garde, on avait eu droit à nos lunettes, nos lunettes de protection. C'était difficile à la fin d'en trouver. Enfin voilà, il y avait une petite inflation sur les lunettes d'observation. Et donc je comprends pas moi enfin voilà. Oui, mais par exemple pour Trump, comme la NSA lui interdit d'utiliser Internet, il n'était pas au courant. C'est peut-être ça, oui. Mais vous êtes sûr que Google, les gens cherchaient ça à cause de Eclipse et pas que c'était pas des fans de Abbey Rose? Make My Eyes Hurt sur Spotify, tu vois? C'est possible aussi. Mais on ne sait pas. Donc voilà, c'est quand même encore un phénomène. Voilà, rien ne le prouve. Hein. Non, bien sûr. C'est toujours des phénomènes particuliers. Mais c'est intéressant de l'observer justement par le prisme Google, puisque c'est vrai que on avait déjà vu, par exemple, pour tout ce qui était recherche sur la grippe, on pouvait voir comme ça la grippe peut évoluer. Mais si tu regardes l'éclipse par un prisme, c'est pas mieux. Hein. D'accord. On reste à la lettre G comme Google et avec Xavier, je vais mettre un interrupteur sur le micro de Sébastien. On parle de Google Maps cette fois, Xavier, qui intègre Blablacar et ça c'est bien pour chez nous. Effectivement, donc Blablacar, un petit rappel, c'est simplement cette application communautaire pour faire du covoiturage et qui a été intégrée maintenant dans Google Maps. En fait, si vous faites une recherche pour vous rendre à une certaine destination et que des offres de trajet sont disponibles dans les 24 heures qui suivent, le message, les offres vont apparaître avec les coûts, une estimation des coûts du voyage sous l'onglet transport en commun. Donc si l'app est installée, vous allez être redirigé vers la page de résultats quand vous cliquerez dessus dans l'application Blablacar. Sinon, vous aurez un lien de téléchargement directement sur l'App Store ou Google Play, puisque l'application est disponible aussi bien sur iOS que Android. Il est précisé que c'est une collaboration qui est mondiale, mais ceci dit, ce sera bientôt effectif dans 9 pays. Alors, on avait déjà vu une fonctionnalité similaire avec Uber, par exemple, qui en France est intégrée dans Google Maps depuis plus de 2 ans. D'accord. C'est toujours le cas ? Je pense que c'est toujours le cas, mais malheureusement, je n'y suis pas pour vérifier. Voilà, si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous avez encore des liens vers Uber, la tarification d'Uber via Google Maps si vous habitez en France? Moi, je trouve ça plutôt pas mal d'intégrer comme ça des startups en plus. Enfin voilà, ça apporte réellement quelque chose, plus à l'application de manière générale. C'est bien. Je ne sais pas si Sébastien a un truc à rajouter là-dessus, un commentaire particulier. Moi, ils ont une API, je pense qu'à mon avis, tu dois pouvoir intégrer tes trucs assez facilement toi-même. Donc, j'ai pas été voir comment ça se passe, mais je pense que tu dois pouvoir intégrer. Ici, c'est Google qui l'a intégré. C'est Google qui l'a fait réellement. Oui, dans Google Maps. Donc, oui, mais je veux dire, il y a moyen, toi, en tant que dev, d'aller rajouter, de pousser des infos dans Google Maps sans qu'eux n'en touchent une. Oui, mais ici c'est dans l'application, donc c'est. Oui, mais même vraiment... dans l'app, tu vois, ils sont assez forts. Ah oui. Assez fort ouverts. J'imagine que tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas aller pousser n'importe quelle info dans Google Maps. Ici c'est vraiment l'équipe de Google qui intègre ces informations, donc je pense qu'il y a quand même une différence au niveau tu peux pousser des avis sur Google Maps, tu peux pousser des photos. Oui, mais je ne serais pas étonné. Pas de la pub quand même, parce que là c'est de la pub quelque part. Oui, mais c'est lié à une API key, donc si Google le voit et il aime pas, il balance. Tu vois. Ouais, mais ici ils en ont parlé en plus, ils ont communiqué dessus. Oui, je ne dis pas, mais voilà, il y a moyen. L'API Google est vraiment très ouverte, ils aiment ce genre de choses. D'accord. Oui, mais est-ce que tu pourrais nous faire un truc alors dans ce cas-là? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il devrait faire ça avec les pouces-pouces. Localiser les pouces-pouces, par exemple. Il est parti trop loin en vacances, hein, Xavier. C'est bizarre. On continue si vous le voulez bien et on s'égare un petit peu. À la lettre S. S comme sécurité, parce que ça c'est un autre des dadas des technos, après les drones, les filles à poil et la bouffe, il y a la sécurité. Chacun son ordre. Chacun son ordre. Ça vient bien après d'ailleurs. Pardon? Ça vient bien après d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bouffe. Bien après la bouffe. On commence avec Seb pour parler de la Chine qui
qui fait encore un pas plus loin dans la suppression de l'anonymat. Et ça, c'est le côté négatif, évidemment, de la Chine. Bah oui, je crois quand même pas que je veux dire que c'était un super sujet. C'est un chouette sujet, oui. Voilà. Donc ils ont interdit tous les VPN et Apple a acquiescé en supprimant toutes les applications VPN d'iTunes, de l'App Store, et donc ils ont après coupé tous les VPN tout court, donc il n'y a pas moyen d'utiliser un VPN en Chine aujourd'hui. Et le nouveau pas qu'ils viennent de faire, c'est ils obligent tous les forums de discussion à avoir le nom et les prénoms, donc l'identité de la personne qui se cache derrière le pseudo. Et si tu n'as pas d'identité derrière vérifiée, eh bien tu ne peux pas poster de message. Donc là c'est vraiment, les pseudos n'existent plus en Chine aujourd'hui. Tout le monde doit être identifié. Pourquoi ils font ça ? Parce que c'est vraiment en train de se resserrer depuis quelques mois, et nous, évidemment, d'un côté européen, on ne comprend pas forcément. Mais c'est parce qu'il y a la grande convention de partis, le congrès en fin 2017, et donc c'est quelque chose qui équivaut pas à des élections, mais voilà quoi, un petit renouvellement. Et donc, voilà, là, à ce moment-là, il y a pas mal de discussions d'opposants, etc. Et donc ça ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir de critique aujourd'hui en Chine, et probablement qu'en 2018, ça va se relaxer quand tout ça sera passé, mais pour le moment, jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment, on resserre les taux au maximum sur la liberté. Ceci étant dit, on dit la Chine, oui, d'accord, mais n'est-ce pas le président des États-Unis qui voudrait avoir des informations sur les gens qui postent des messages négatifs à son encontre sur les réseaux sociaux, parce que ça a été dit aussi, donc je veux dire, oui, et il a failli perdre son compte Twitter aussi. Hein. Oui, aussi, mais je veux dire, voilà, c'est des intentions qui ne sont pas nécessairement liées que à la Chine. D'autres grandes nations, et que l'on dit démocratiques, sont aussi tentées par ce genre de musculation, quoi. Oui, sauf que là, ici, il force les opérateurs à pouvoir donner l'identité. Sinon, c'est les opérateurs la Chine passe à l'acte. Ici, il passe dans les autres pays, en général, on te demande de pouvoir donner une IP, et après, c'est à la police de faire son travail pour retrouver si jamais il y a quelque chose de grave. Mais on parle sur des choses graves, en général, en Europe. Donc après, il y a c'est une question de point de vue. Hein. Tu vois, si un mec dit qu'il a tué quelqu'un, on va essayer de le retrouver sur le forum. Mais ça va prendre un certain temps à la police. Ici, c'est de la critique vers le pouvoir. Oui. Mais il y a d'autres pays autour de nous, pas très loin, tu ne peux pas critiquer non plus le pouvoir, mais voilà, c'est quand même un pas en arrière. Ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, j'ai l'impression, mais bon. Alors c'est un paradoxe ou pas. T'as quelque chose contre le prince Philippe? Le roi Philippe. Oui, c'est ça. Le prince, c'est Laurent, je rappelle. Hein. Oui. Par contre, au Royaume-Uni, c'est l'inverse qui serait, qui est considéré comme étant criminel. Quasi. Et c'est assez amusant pour ceux qui suivent un petit peu la législation sur la vie privée. Nous, on est obligés parce que voilà, c'est notre job. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'est expliqué sur le site, notre job, hein, Marc, non ? Oui. Donc voilà, allez voir sur le site, on a rajouté ça l'été, non ? Oui. Voilà. Et donc, je vais être sûr. Tu fais bien de me le rappeler parce que j'avais oublié. Non, mais ça existe. Il y a une page avec marqué l'équipe sur le site et vous allez retrouver tous les membres de l'équipe. Et en regard de chaque épisode de podcast, vous aurez cette petite fiche d'identité qui sera en rapport avec les chroniqueurs qui ont participé avec l'épisode en cours. Voilà. Oh, c'est génial. Ouais, ça va être chouette. Et donc l'Angleterre, pour ceux qui le savent pas, va quitter l'Europe, ou essaye de quitter l'Europe, et donc pour le reste de l'Europe, on vient de signer un grand truc qui s'appelle la GDPR, qui rentre en application en mai 2018 et qui, donne un nouveau cadre plus strict sur la législation sur la vie privée. C'est un bon cadre globalement, même s'il reste quelques zones de flou, c'est un bon cadre. Mais comme l'Angleterre quitte l'Europe, c'est plus vraiment pour eux cette législation. Et donc ils viennent de sortir en tant que nouveauté anglaise plein de nouvelles législations en disant, vous avez vu, maintenant on va permettre aux gens de se désinscrire facilement, de pouvoir récupérer leurs données pour aller chez un autre prestataire, etc., etc. Oui, enfin les gars, vous avez pris le texte de la GDPR et vous l'avez appliqué un petit peu en modifiant deux, trois paragraphes à la sauce anglaise. Le truc qu'ils ont ajouté, par contre, effectivement, qui n'est pas à ma connaissance dans la GDPR, c'est que à partir du moment où une donnée a été anonymisée, c'est-à-dire que tu as retiré tout ce qui est nom, prénom, machin, etc., et quand on se dit voilà, c'était un message par telle IP, eh bien que un algorithme te permet de ressortir qui c'était. Et de relier ça à une personne réelle. Donc voilà, à partir du moment où ça a été anonymisé,
ça doit rester anonyme. Bon, alors l'IP n'est pas anonyme, hein. Donc l'exemple n'était pas bon, mais à partir du moment où ça a été anonymisé, on ne doit pas pouvoir le refaire, et si tu le fais, c'est sous la responsabilité de l'entreprise qui devra cracher des amendes pour ce faire. D'accord, voilà. Donc c'est bien. C'est plutôt pas mal, oui, effectivement. Par ailleurs, je pense qu'il y a eu aussi un jugement récent concernant les emails professionnels. Une petite digression que je fais. Apparemment, maintenant, on ne peut plus, l'employeur, en tout cas, sans le dire à son employé, ne peut pas aller regarder le contenu de ses mails professionnels afin, par exemple, de le licencier. C'est une chose jugée maintenant au niveau européen. Donc voilà, on en reparlera peut-être à l'occasion, mais il se passe aussi des choses de ce côté-là. Oui, c'est un truc, c'est un peu le monstre du Loch Ness, ça monte, ça vient, ça repart, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Parce qu'en Belgique, tu peux, hein. Je ne sais pas si tu peux t'en servir pour le licencier. Par contre, tu peux avoir un accès au mail professionnel, et s'il y a un sujet qui te dit que c'est un mail. Voilà. Non, mais bon. Ici, il y a un jugement qui dit que l'employeur peut le faire, mais en le signalant à son employé. Donc voilà, mais pas pour des fins de licenciement. Oui, ça à la limite, ça me semble plus ou moins normal. Hein. Donc voilà, on reste à la lettre S comme sécurité, Xavier, avec une énième liste de mots de passe à ne plus jamais utiliser. J'ai l'impression de cette information-là qu'on la sort à peu près tous les trimestres. Je pense que c'est un petit peu différent ici. Donc, en fait, c'est un spécialiste en cybersécurité, Troy Hunt, qui est le fondateur de Have I Been Pwned, qui est ce site qui vous permet de savoir si votre nom d'utilisateur ou bien votre adresse mail a été détecté déjà comme sur des sites qui ont été piratés. Il a mis en ligne une liste qui regroupe 320 millions de mots de passe qui sont des mots de passe connus. C'est une base de données qui est évidemment une source d'inspiration pour les hackers qui vont utiliser ça, notamment comme un dictionnaire pour les robots qui vont essayer de faire du brute force sur les mots de passe. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont essayer tous les mots possibles et imaginables pour trouver votre mot de passe. Donc, il est nécessaire de modifier vos mots de passe s'ils s'y trouvent, mais attention, c'est bien précisé d'ailleurs sur le site, il faut évidemment ne pas taper ces mots de passe actuels, puisque cette manipulation elle-même pourrait être interceptée par des hackers. Donc il est conseillé plutôt de télécharger la liste qui fait quand même 5 gigas et de vérifier hors connexion, ou en tout cas hors du site, si votre mot de passe s'y retrouve. Ok, bon, je te laisse la parole, Xavier, pour parler d'Instagram, puisque grâce à Instagram, paraît-il, on peut maintenant obtenir le numéro de Britney Spears pour $10. Effectivement. Moi je te donnerais bien $10 pour que tu gardes le numéro de Britney Spears. Chacun c'est... Donc effectivement, il y a 6 millions de comptes qui ont été piratés. Ce sont un piratage qui ciblait principalement des célébrités. Instagram avait d'ailleurs dit que la faille ne concernait que certains comptes vérifiés, mais en fait c'est bien plus, puisque comme on l'a dit, il y a 6 millions de comptes qui ont été piratés. Les mots de passe ne sont pas concernés, donc on n'a pas accès aux mots de passe de ces célébrités, mais ils ont quand même pu obtenir des informations liées au compte, telles que le numéro de téléphone et les adresses e-mail. Alors ils auraient des données par exemple de célébrités telles que DiCaprio, Emma Watson, Beyoncé, Taylor Swift, Britney Spears, Leave Me Alone, David Beckham, et ils revendent les données de ces profils pour $10. C'est quand même... Par profil. Oui, c'est ça. Donc voilà, il n'y a pas de petit profit. Et je pense que les paparazzi ou certains journalistes vont se régaler. Il y a des chances, en effet. On n'est plus à l'abri de rien, les amis. Ça, c'est une grave histoire. On va passer à la lettre W. Pour conclure ce 133e épisode, premier épisode de la 4e saison, c'est le fameux What the Fuck, évidemment, qui conclut souvent nos épisodes hebdomadaires. Et c'est Sébastien, cette semaine, qui nous a trouvé une information de premier choix, je serais tenté de dire. Et quelque part, là, ça va toucher la sécurité, mais la sécurité des chatons, par exemple, puisque il ne fait pas bon vivre pour un chat dans ce monde robotisé. Je serais tenté il va conclure avec un chaton. Voilà, ou une chatte. Ouais. Ça y est. Voilà, le mot est lancé. Ce ne sera pas un sujet de pornographie, non, ni de quoi que ce soit. Ce sera très sérieux, ce What the fuck, messieurs. Voilà. C'est parce qu'en plus c'est un sujet allemand. Oui.
C'est l'Allemagne qui a décidé. Ouais. On fait tous les pays maintenant. Ouais. Et donc c'est le ministère des Transports, Alexander Dobrindt, qui a sorti une série de textes en disant « Nous voulons être les premiers sur la législation des voitures autonomes et être le pionnier au niveau mondial pour la législation. » Et donc ils ont sorti une série de lois qu'ils vont mettre en place. Et la première disposition, ce sera s'il y a un choix entre un mur, un homme ou un chaton, on écrase le chaton. C'est le premier code éthique pour les voitures autonomes et donc pour la robotique de manière générale. Hein. Voilà. Donc s'il y a un choix entre un humain et un animal, voilà. On tue l'animal. Bon, enfin, ça dépend de la taille de l'animal, parce que là, on parle d'un chaton, mais si c'est un hippopotame, par exemple... Eh bien, tu tues l'animal. Un rhinocéros, tu ne peux pas tuer le rhinocéros. Tu tues l'animal. Si c'est une bestiole, tu vois, qui est protégée par des lois, etc., il faut faire attention, quand même. Attends, ils ont été plus loin, parce qu'ils se disent, oui, mais attends, non seulement on veut une boîte noire pour savoir tout ce qui a été décidé, pour pouvoir surveiller ce qui a été fait dans le galgo, mais en plus, si c'est 2 humains et que tu dois faire le choix entre 2 humains, on refuse que tu fasses des choix suivant... tu ne peux pas faire de choix entre les deux sur aucun critère possible. C'est-à-dire, tu peux pas dire le vieillard il va bientôt mourir, je me chope le vieillard. Ou s'il y a un chaton, c'est le chaton. C'est le chaton. C'est le chaton. Et donc, du coup, on va élever des chatons. Voilà. On en mettra plein sur la route pour le cas où, tu vois. Mais tu vois, tu traverses la rue, tu te dis, oh là, je traverse la rue de manière tout à fait ostensible. Enfin, voilà, machin. Oh, mais de toute façon, c'est pas grave, il y a un chaton. C'est vrai, tu peux faire tout ce que tu veux à condition qu'il y ait des chatons autour de toi. Donc voilà. Mais enfin, c'est quand même... En même temps, il y a un fond sérieux à ça, il faut bien le dire aussi. Ouais, il faut s'y mettre. On en a beaucoup parlé la saison passée. Oui. Il faut quand même sortir un cadre. C'est pas mal que les Allemands s'y mettent. C'est assez... Voilà, c'est assez allemand, quoi. Ils vont nous faire un truc très clair et net dans lequel personne ne déviera. Donc, comme ça devra passer en Allemagne, probablement qu'ils vont d'une certaine manière imposer leur vision à l'Europe. Je vois pas quelqu'un qui met en place un système intelligent. Qui va dire qu'on doit tuer le vieillard plutôt que le chaton. Qui va dire, voilà, s'il y a un chaton, moi j'aime bien les chatons, tuez pas le chaton, quoi. Hein. Ouais. Tu vois, c'est une école avec des enfants, ils traversent la rue. Non, les enfants, le chaton, il faut pas toucher. Hein. Moi j'aime bien les chatons. Mais t'en sais rien, c'est un dev parfois. Oui, c'est vrai. D'où le succès des lolcats. Tu vois. etc. Voilà, donc... Bon, c'était intéressant de le savoir. Ce serait intéressant d'avoir le texte, mais traduit, hein, pour savoir un petit peu ce qu'il y a d'autre dans ce code éthique pour voiture. Allez, j'ai encore une phrase du truc, c'est « En cas d'accident inévitable, la prise en compte de l'âge, du sexe, de la constitution physique et mentale... ou de toute autre caractéristique personnelle ne pourra être prise en compte. » Tu vois, cette semaine, on écrase les roues. Tu vois. Par contre, ce qui est dommage avec ce genre de code, et là, on va le regretter, c'est qu'on peut plus écraser les cons. Mental, voilà, tu peux pas non plus. Voilà, tu peux pas. Ok, voilà, c'était notre what the fuck de la semaine. Ils sont de qualité variable tout au long de la saison. Faut quand même le signaler. On va remercier Xavier pour sa participation. On le retrouve très bientôt dans des hors-séries, ainsi que Sébastien, évidemment. On le retrouve également très bientôt dans des hors-séries, on vous l'a dit, et dans nos futurs épisodes hebdomadaires. Passez une très très bonne rentrée, j'ai envie de dire, un bon mois de septembre. C'est reparti pour une 4e saison des Technos. N'hésitez pas à commenter cet épisode et bien d'autres choses également, et à vous abonner par exemple à notre chaîne YouTube en cliquant sur abonnement et puis sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications, comme ça vous ne perdez rien de ce qui est publié sur cette chaîne. Merci à vous. Oui. Et oui, et vu que t'as oublié un truc qu'on a fait sur le mois d'août, parce que ceux qui sont abonnés ne l'ont pas vu, il y a une petite vidéo qui est super sympa, non? Oui, je l'ai largement partagé, mais on vous montre un petit peu mais ceux qui sont abonnés ne la voient pas. Les coulisses, si, ils la voient aussi, mais jetez un coup d'œil sur la chaîne, c'est une petite vidéo en noir et blanc d'époque, j'ai envie de dire. Vous pourrez ainsi le découvrir. Il y a un article d'ailleurs sur la rentrée, là aussi vous retrouvez cette petite vidéo, donc explorez toutes les pistes possibles imaginables, les techno.be, les réseaux sociaux, etc. On est un petit peu partout. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.